Bon, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, je voudrais aussi remercier les organisateurs d'avoir placé les exposés dans cet ordre-là, parce que l'exposé précédent était vraiment un très très bon contexte pour le mien. Ça va me permettre de passer très vite sur mon introduction, puisque vous avez déjà toutes les informations que je souhaitais vous donner sur le contexte général de ça. Peut-être simplement, même si j'ai, il y a très très longtemps, trempé un tout petit peu dans la HPC, ça fait très longtemps que je ne me suis pas intéressé à ça, je vais vous donner un point de vue qui est beaucoup plus général et beaucoup moins spécifique. Le contexte qui m'intéresse, c'est les systèmes logiciels, enfin les systèmes à logiciel intensif. Et donc, pas juste le HPC. Évidemment, le HPC, comme on l'a vu, hein, c'est quelque chose qui est complexe, mais il n'y a pas que ça. Si on prend un autre exemple un peu caractéristique qu'on a, par exemple, c'est le logiciel de bord d'un Airbus. Qu'est-ce qu'on va trouver à bord? On va trouver le fait qu'il faut s'occuper de plein d'aspects différents pour arriver à faire un système qui intègre l'ensemble des choses. Et ça, c'est vraiment caractéristique de tous les systèmes complexes. Ça a été dit aussi par l'orateur précédent. Pour faire un vrai système, on a beaucoup de points de vue qui gèrent des aspects différents du système qu'on veut construire. Et pour chacun de ces systèmes-là, pour chacun de ces points de vue-là, on a besoin de le décrire dans des termes qui sont compréhensibles par les experts de ce domaine-là. Et donc ça veut dire que derrière ça, on a des langages pour décrire, en fonction du point de vue, de l'aspect qu'on regarde, de manière spécifique, cette partie-là ou ce point de vue sur le système général. D'accord ? Donc le contexte général, c'est qu'on va avoir besoin de plein de langages qui ne sont pas forcément tous exécutables. Hein. Dans ces langages-là, il y en a plein qui sont des langages de description, par exemple, mais sur lesquels on va devoir faire des calculs pour calculer des choses. Et puis, à la fin, tous ces langages-là, ils parlent d'un même objet. L'avion qui sera intégré ou le logiciel parallèle qui va finir par tourner sur votre architecture parallèle distribuée, multi-cœur, multi-GPU, etc. Donc, on a plein de préoccupations différentes qui sont liées au fait qu'il y a beaucoup de points de vue et beaucoup de parties prenantes sur le domaine, qui ont chacun leur propre domaine d'expertise. Et personne, aujourd'hui, dans un système complexe, ne peut posséder l'ensemble des domaines d'expertise. D'accord ? C'est même la particularité de ces systèmes-là. Et donc, on a besoin de langage pour les exprimer, qui ait du sens pour les experts, et puis qui permettent un outillage. On ne fait pas juste des dessins, d'accord, ou juste des croquis. Derrière, on veut les outiller pour faire des calculs dessus, pour faire donc, de l'analyse, pour éventuellement faire la génération de code, comme ça a été montré précédemment, mais aussi pour faire de la validation et vérification de manière assez tôt dans le cycle de développement du système. Et faire ces outils-là, c'est quelque chose qui reste assez coûteux à construire aujourd'hui. Et puis bien sûr, hein, comme je l'ai dit, à un moment donné, on sépare les points de vue, mais à un moment donné, on parle bien de la même chose, et il va falloir si on est dans un processus de design, il va bien falloir les reconstruire. D'accord ? Reconstruire quelque chose qui est le point commun de tous ces points de vue-là. Donc, pour ça, aujourd'hui, on constate les limites des langages de programmation généralistes, parce que tous les experts de tous les métiers, surtout quand ces métiers-là ou ces expertises-là ne sont pas des pros du logiciel, ne comprennent pas forcément ou n'ont pas forcément la facilité d'utiliser ces choses-là. Donc on a vu l'apparition des DSL, des langages spécifiques à des domaines, où pour résumer, on peut dire que finalement, un langage généraliste, c'est une sorte de couteau suisse qui essaye de tout faire, et les DSL, c'est plutôt des outils ad hoc pour résoudre une partie des problèmes. D'accord ? Donc ils ciblent un problème particulier, ils n'ont pas vocation à résoudre l'ensemble des problèmes. Donc le corollaire, c'est que pour n'importe quel système complexe, on n'a pas un seul DSL, on en a plein. Ils ont leur notation textuelle, graphique, et leur support, au minimum un éditeur qui permet de rentrer ce DSL-là, mais évidemment des checkers, des générateurs de code, etc. Et la promesse, c'est bien sûr d'essayer d'avoir des langages qui sont plus efficaces du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire qui est plus proche de son domaine d'expertise pour qu'il n'ait pas à apprendre le détail des choses. Et donc c'est cette idée de réduire le fossé d'abstraction qui existe entre, d'un côté, l'espace du problème, c'est-à-dire ce que voit l'expert, ce qu'il comprend de sa problématique, avec l'espace des solutions. Et puis on peut voir que, évidemment, le but du jeu, de l'évolution de l'ingénierie logicielle, c'est de réduire, autant qu'on faire se peut, cet espace d'abstraction.
Et alors, ce qui est important, là, et ce qui a aussi été dit dans l'exposé précédent, c'est que ce n'est pas un DSL qui va vous résoudre tous vos problèmes. On en a forcément plusieurs. Et ça, c'est en soi-même une difficulté. Alors, ce n'est pas une idée complètement récente. À propos de ce genre de langage, il y a cette intéressante citation qui dit qu'une autre leçon qu'on aurait dû apprendre dans le passé récent est que le développement de langages de programmation plus riches ou plus puissants était une erreur, dans le sens où ces monstruosités baroques, ces conglomérats d'idiosyncrasie sont réellement non gérables, tant d'un point de vue mécanique, c'est-à-dire de l'outillage, que d'un point de vue mental. D'accord. Et donc, la personne qui dit ça voyait un grand futur pour des langages de programmation modestes, c'est-à-dire des DSL. Donc, juste pour savoir, est-ce que vous imaginez qui a pu dire ça? Dijkstra, ouais. En quelle date? 1972. D'accord, donc c'est pas une idée récente. D'accord. Donc c'est ça, Turing Lecture de 1972. Donc les DSL, c'est quasiment aussi vieux que le reste de l'informatique. Ce qui se passe, c'est que, on va le voir, hein, c'est un peu le but de ce que je vais vous montrer, c'est que au départ, développer un DSL, c'était quelque chose que seul un génie pouvait faire, ou disons quelqu'un qui avait énormément enfin, c'est développer un langage, donc évidemment, dans les années 60-70, c'est un enjeu important, c'est pas à la portée de tout le monde. Il a commencé à y avoir des outils, hein, les Lex, YAC, etc., à partir des années 70-80, qui permettaient à quelqu'un, disons, avec simplement un PhD, d'arriver à développer du langage. Et on va voir maintenant qu'on essaye de développer des équipes pour permettre à quiconque, à n'importe qui, de développer ces langages-là. Enfin, n'importe qui, il faut quand même que ce soit des ingénieurs. On a de plus en plus de personnes qui essayent de faire ça. Et en fait, en pratique, on a énormément de DSL, vous en utilisez tous les jours, même si vous ne faites pas de la programmation parallèle. HTML, c'est un DSL pour le web, complémenté avec CSS. Là, on voit bien que pour le web, on n'a pas juste besoin d'un DSL, on a besoin des deux. Si l'un, ça ne suffit pas. D'accord. SQL, on l'a déjà mentionné, évidemment. Les makefiles, ou les versions modernes, les Ant, etc. Un fichier de configuration, d'accord, pour HTTPD, par exemple. Quelque chose qui permet de spécifier des graphes. Un langage pour spécifier le déroulement d'une partie d'échecs. D'accord. Expression régulière, c'est aussi un langage. Donc il y en a des foultitudes, vous les connaissez déjà. D'accord, ils sont présents. Quelle est l'idée d'avoir une ingénierie pour construire des DSL? L'idée, c'est, ce qui est exprimé en haut, c'est comment je fabrique ces DSL. Et moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Comment est-ce qu'on les fabrique? D'accord. Et puis derrière, on va avoir toutes les DSL, c'est finalement des outils, c'est donc du logiciel, et on va voir tous les problèmes classiques qu'on a lorsqu'on fabrique du logiciel, version, variante, et puis problèmes de séparation des préoccupations et de composition de ces préoccupations, qui sont les problèmes éternels, je dirais, de l'ingénierie logicielle. Alors juste, je vais détailler un peu ces problèmes-là, voir ce que ça veut dire, pourquoi ils se posent en pratique. Parce qu'un DSL, il n'existe pas tout seul, il n'est pas... il ne débarque pas comme ça de nulle part, et puis il ne va pas être éternel. En fait, souvent, ça commence de manière simple, parce que les gens voient qu'il y a un endroit où il faut configurer des choses. Donc souvent, un DSL, alors ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, ça commence par un outil de configuration. D'accord. Par exemple, si on prend les frameworks de traitement vidéo, du genre FFmpeg, au départ, on va avoir un ensemble d'options, par exemple, sur la ligne de commande, qui vont permettre de dire tout ce qu'on veut faire. Puis rapidement, c'est un peu compliqué, surtout qu'on a plein de choses qui se rebouclent, etc. Et donc, rapidement, on va en faire un fichier de configuration, d'accord, où on met essentiellement ces options dans un fichier, et puis ça permet de dire des choses. Et puis, on va avoir, dans ce fichier, par exemple, dans FFmpeg, un ensemble de séquences options égale valeur, qui vont spécifier ces choses-là. Et puis la possibilité d'introduire les commentaires, parce que ça coûte cher à personne. Et puis rapidement, on va faire des macros, parce que c'est un peu pénible de répéter 5 fois la même chose, et puis on a des variantes. Et puis on veut faire des choses conditionnelles, donc on va introduire des if. Et puis pourquoi pas faire une boucle, parce que si on veut encoder plein de fois, ou prendre un même fichier, exécuter ça, prendre une série de fichiers, c'est pas mal d'avoir une boucle. Et rapidement, on se retrouve avec un langage qui est Turing complet. D'accord ?
ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une évolution assez standard. Et donc, les DSL évoluent parce qu'on a tendance à y ajouter de nouvelles choses. Les DSL ont aussi des variantes. Ils n'existent pas en un seul exemplaire. On a des variantes au niveau de la syntaxe abstraite, c'est-à-dire le même DSL conceptuellement, en fait, il est utilisé dans des contextes différents, il a des fonctionnalités en plus ou en moins, si on veut. D'accord ? Donc, par exemple, un DSL qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, c'est les machines à état, donc les state charts. En fait, il y a eu un catalogue qui a été fait il y a quelques années qui recensait plus d'une 50aine de variantes du même langage. C'est-à-dire conceptuellement, c'est le même langage, mais selon qu'on autorise des états imbriqués, selon ce qu'on met sur les transitions, etc., ça fait plein de variantes possibles d'un truc qui est conceptuellement la même chose à un pouillème près. D'accord ? Il peut y avoir des variantes dans la syntaxe concrète, c'est-à-dire selon qu'on fait de la syntaxe concrète graphique, par exemple, ou textuelle, ou selon le type de syntaxe textuelle qu'on veut utiliser, plus ou moins compacte, plus ou moins verbeuse. Il peut y avoir des tas de variantes à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir aussi des variantes au niveau sémantique. C'est-à-dire que la même construction, le même langage peut être interprété de manière différente. Donc, à nouveau, si on prend l'exemple des state charts, on a cet exemple qui a été mis en évidence par Jürgen Dingel, qui est un petit bout de state chart avec des états imbriqués. Et la question à 10 €, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'événement E apparaît sur ce state chart ? Eh bien, en fonction de l'outil que vous avez, selon que c'est UML, selon que c'est Rhapsody, selon que c'est Stateflow, on n'arrive pas dans le même état. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que l'interprétation est différente. Alors on peut se dire, c'est des gens qui ne se sont pas mis d'accord, mais il se trouve qu'en fait, il y a des bonnes raisons pour ça. Ce serait trop long de les expliquer ici, mais dans le contexte dans lequel ces outils sont utilisés, pour chacun d'entre eux, c'est logique de faire comme ça. D'accord ? C'est pas des bugs, c'est juste comme ça que c'est vrai. Alors ça veut dire que la même construction, le même langage, le même modèle dans le même langage peut avoir des sens différents. Et ça, quand un ingénieur, disons, d'une entreprise passe ce diagramme-là à un ingénieur d'une autre entreprise qui utilise un autre outil, ça peut poser problème. D'accord ? Et puis, autre aspect qui a été aussi abordé par l'exposé précédent, le fait que les DSL existent sous différentes formes. Alors les DSL externes, c'est plus facilement ceux qu'on reconnaît le plus facilement, ils ont leur propre syntaxe et leur propre sémantique, et donc ils ont besoin de leur propre outil, leur propre outillage, qu'on doit créer plus ou moins ex nihilo. Donc leur avantage, c'est d'être extrêmement agréable pour les gens qui ne sont pas des programmeurs, parce qu'ils ont un langage qui est juste pour eux, et à la limite, si ce n'est pas un langage de programmation, c'est très bien, ils peuvent l'utiliser, ils n'ont pas besoin d'être programmeurs pour l'utiliser. C'est évidemment extrêmement bien pour la séparation des préoccupations, puisque chaque langage est indépendant, et donc les gens peuvent travailler de manière complètement indépendante les uns des autres, et donc ça c'est très pratique, mais évidemment, il se pose le problème de comment on intègre ça derrière dans quelque chose de cohérent. D'accord, donc un exemple d'un DSL externe SQL, mais bon, évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. La plupart de ceux que j'ai montrés précédemment sont des DSL externes. Ensuite, on a les DSL internes ou embarqués. Donc l'idée, c'est qu'on mélange la syntaxe du DSL dans la syntaxe d'un langage hôte. D'accord ? Donc on peut voir ça historiquement, ça a commencé avec C++, avec le moteur d'expansion de template de C++, qui permettait de faire des choses, de faire des calculs en fait, sur des programmes. Ça, c'est utilisé à une époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en HPC, c'était pas mal utilisé pour, par exemple, mettre en forme des matrices et des choses comme ça, avec la librairie de template de C++. Alors, même si l'expansion de template de C++ est lui-même Turing complet, donc après on peut faire n'importe quoi avec, le fait de l'écrire, de le comprendre et de le débugger, ça a toujours resté un challenge important. Donc des langages plus modernes comme Scala, et c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, permettent de faire ça de manière très très élégante, avec des DSL internes qui sont intégrés à Scala, voilà, ou des langages comme C# offrent ce genre de choses-là. Donc ici, par exemple, j'ai un exemple de LINQ en C# qui est, finalement, je fais du SQL à l'intérieur de mon C#. D'accord ? Alors, avantage, quand vous êtes un gourou qui connaît parfaitement Scala, par exemple, c'est le meilleur environnement qui soit. Il n'y a rien de mieux. Vous pouvez tout faire, et je pense que ça a été brillamment démontré par l'exposé précédent, c'est vraiment superbe. Si vous n'êtes pas un gourou de Scala, ça a quand même tendance un petit peu à piquer les yeux. D'accord ? Alors, par exemple, moi j'ai eu un doctorant qui a fait une approche en Scala de Lightweight Modular Staging, c'est-à-dire avec la même approche, pour, à partir d'un même programme Scala, générer la partie cliente en JavaScript et la partie serveur en Java d'une application web. D'accord ? Même en connaissant, en comprenant exactement comment ça marchait, quand je lisais son code, je n'arrivais pas à comprendre ce que ça faisait. D'accord ?
C'est pas toujours simple, hein, on va dire les choses comme ça. Par contre, clairement, comme derrière l'outil d'intégration, c'est la sémantique de Scala, l'intégration, elle est built-in. Alors, c'est pas complètement built-in, il faut la travailler, mais vous avez un outil pour permettre cette intégration-là. Et à nouveau, ça a été bien montré dans l'exposé précédent. Hein, donc, ça a des avantages et des inconvénients. Et puis, il y a le degré zéro, si vous voulez, du DSL, qui est finalement une API, c'est un DSL en réalité. Si vous prenez une librairie de message passing classique, et derrière, il y a une sémantique qui est indépendante de celle de votre langage de programmation qui a accès à cette API, d'accord, qui est présente. Et si vous ne comprenez pas ce que ça fait, il n'y a aucune chance que votre programme puisse marcher. Donc c'est bien un DSL, même si sa forme est particulière, puisqu'elle est bien embarquée dans votre langage de programmation qui offre cette API. Donc, par exemple, un exemple en SQL, un SQL en Java, vous faites simplement avec des chaînes de caractères, et vous appelez derrière la commande qui va bien le execute de la query que vous avez construite à la main. Donc ça, c'est pratique, parce que le programmeur standard, qui connaît son langage de programmation, il a l'impression de ne pas avoir grand-chose à apprendre. D'accord ? Il le fait directement. Évidemment, c'est extrêmement mauvais pour les séparations des préoccupations, puisque tout est dans le même programme et on ne peut pas avoir un point de vue qui est séparé. Et puis, c'est dramatique pour la vie NV, parce que là, s'il y a une erreur dans le code SQL, j'ai aucune chance de le trouver, puisque c'est dans des chaînes de caractères que je peux construire dynamiquement. Voilà. Donc, c'est infernal de ce côté-là. Par contre, c'est bon pour l'intégration, parce que l'intégration, elle est déjà faite, ou surtout, elle est la responsabilité du programmeur. Alors, donc ça, c'était le deuxième aspect, le troisième aspect. On a des versions, on a des variantes, et on a le fait que les DSL existent sous plein de formes différentes. Et évidemment, un axe de recherche, par exemple, dans mon équipe, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle des DSL métamorphiques, c'est-à-dire le même DSL conceptuellement, qui existe sous ces trois formes-là, c'est-à-dire sous forme d'un DSL externe pour les non-programmeurs, sous forme d'un DSL embarqué ou interne pour ceux qui veulent vraiment avoir la puissance du langage, et puis sous forme d'une API pour le rendre aussi disponible. Et rien n'empêche de concevoir le même DSL en lui donnant trois facettes qui sont différentes. L'autre point important, c'est ce qu'on avait en introduction et qui a aussi été rappelé dans l'exposé précédent, c'est que sur un système complexe, les DSL servent à séparer les préoccupations. Donc c'est bien ça. À un moment donné, on a des tas de préoccupations différentes. Et quand on veut construire le système, à un moment donné, il faut reconstruire. Il faut les recombiner. D'accord ? Donc si vous êtes un designer de programme, en fait, ces abstractions-là, vous les avez dans la tête, sur le dos d'une enveloppe, sur un dessin, et puis vous tenez compte de tout ça pour produire le programme qui vous intéresse, le programme parallèle qui va vous intéresser pour une architecture CUDA, par exemple. D'accord ? Et puis vous produisez la chose, plus ou moins automatiquement avec un compilateur, etc., pour faire les choses. Mais évidemment, dès que vous changez quelque chose, par exemple, si vous changez le modèle de plateforme, vous passez sur autre chose, vous voulez aller sur Spark ou sur Amazon ou je ne sais pas quoi, eh bien à ce moment-là, il faut repenser tout votre processus de conception pour arriver à faire la chose. D'accord ? Et évidemment, ce qu'on aimerait, alors tant que vous n'avez qu'une version à faire, ça reste rentable de le faire à la main. Maintenant, si vous en avez plein de compositions différentes, si vous avez plein de plateformes différentes, ou bien que vous voulez modifier le modèle de fiabilité ou des choses comme ça, ça veut dire que vous allez devoir réappliquer ce processus qui est très complexe et très sujet à erreur un certain nombre de fois. Et donc, il se pose la question d'automatiser ces choses-là. C'est-à-dire de faire en sorte, au lieu de le faire à la main, d'écrire un programme qui va le faire à votre place, qui va prendre ces différents aspects et qui va les combiner dans la chose que vous voulez obtenir, de manière à ce que, finalement, lorsque vous voulez changer, par exemple, le modèle de plateforme, vous avez juste besoin de appuyer sur le bouton pour obtenir un nouveau programme qui va être adapté à cette plateforme particulière. Donc c'est vraiment le contexte en ingénierie logicielle qu'on appelle le contexte des familles de produits, où on veut changer quelque chose et obtenir un produit qui est différent, qui partage plein de choses avec les autres de la même famille, mais qui est différent dans son acceptation. Et dans sa conception, on veut vouloir aller vers la génération automatique de ces choses-là à partir d'une certaine variante. Donc ça, c'est une vision qui, aujourd'hui, dans le cas général, est loin d'être facile ou loin d'être implémentée. On sait le faire on a peu d'aspects ou que ces aspects sont orthogonaux, par exemple, ça marche assez bien. Ou bien dans des cas spécifiques, ça marche aussi assez bien. Dans le cas général, évidemment, il n'y a pas de solution miracle et c'est pas quelque chose. Enfin, c'est un domaine de recherche, c'est pas quelque chose qui est certainement pas finalisé. En particulier, le fait de coordonner ces différents langages-là est un vrai challenge. Alors, par exemple, il y a une initiative qui s'appelle GMOC, qui est l'idée que
de trouver des moyens de faire collaborer ces langages de modélisation pour pouvoir combiner des paradigmes de modélisation qui sont différents, par exemple du continu avec du discret ou des choses comme ça, de manière à faire interopérer en fait, ces différents points de vue-là au niveau de l'exécution. Donc on peut le faire au niveau de l'exécution, on peut le faire au niveau de la compilation, on peut le faire au niveau de la modélisation. Il y a différents types d'approches pour faire ça. Donc je ne vais pas développer cette partie-là, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a un site web et une communauté assez active derrière ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par comment on passe de l'artisanat à l'ingénierie sur les DSL? Eh bien, c'est qu'on ne se place plus dans le truc de « je vais créer un DSL là, comme ça, sur un coin de table parce que j'ai un problème à résoudre, et puis je résous mon problème et puis j'oublie ». Ça, c'est vraiment le boulot de l'artisan. Alors, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire ça peut très bien être quelque chose qui est justement particulièrement soigné, particulièrement joli, particulièrement brillant, etc., ou particulièrement astucieux. C'est un peu ça aussi, l'artisanat. Mais évidemment, quand vous en avez plein à faire, que ceux-ci ne sont pas juste des one-shots, mais doivent évoluer dans le temps, vont avoir des versions, vont avoir des variantes, etc., ben vous avez des problèmes d'ingénierie derrière. D'accord ? Donc, il s'agit d'aller vers supporter un seul DSL vers le fait d'en supporter de nombreux, qui interagissent les uns avec les autres, qui ont différentes variantes et qui évoluent au cours du temps. Et donc, c'est l'idée que ces DSL vont former des lignes de produits, des familles de DSL qu'il va falloir faire évoluer, alors en utilisant les mêmes techniques. Disons, nous, notre approche, c'est d'utiliser les mêmes techniques qu'on utilise pour les familles de produits de manière un petit peu classique, et qui vont permettre en particulier de ne pas redévelopper les chaînes d'outils à partir de zéro quand on a une variante dans le DSL, ou quand on le fait évoluer. Mais la question, c'est quelle partie on peut réutiliser de manière sûre. D'accord ? Donc c'est le genre de question qui nous intéresse. Et puis, comment on fait pour que ça soit... pour s'assurer que c'est, par exemple, quand on évolue dans le temps, que c'est backward compatible. Ou bien que, comment on fait pour migrer les artefacts. C'est-à-dire, vous avez écrit un gros programme avec un DSL, mais vous changez ce DSL-là, vous le faites évoluer, comment ce programme il continue à exister. Qui n'est pas un problème nouveau. Quand vous faites un programme en Fortran ou en C++ ou en Java, au fur et à mesure où les langages évoluent, vous avez évidemment le même problème. Simplement, ces langages-là évoluent à un rythme qui est beaucoup plus lent que le rythme typique auquel les DSL évoluent, qui sont beaucoup plus petits et faits pour des choses particulières. Donc mon objectif de recherche, c'est de faciliter la définition d'outils, de familles d'outils pour les DSL, et puis de permettre la réutilisation correcte d'outils existants. Et fondamentalement, c'est par rapport à l'approche précédente, c'est de se concentrer plutôt sur des DSL externes et de mettre le paquet sur comment on facilite leur construction. Parce qu'on sait qu'évidemment, il faut tout construire à partir de zéro. Donc l'idée qu'on a creusée, c'est d'utiliser des abstractions, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui construisent ces DSL aujourd'hui, c'est vous et moi, c'est n'importe quel ingénieur dans une entreprise va être en mesure de construire un DSL. On va partir de ce qu'il sait faire. En général, c'est un programmeur qui connaît les principes de l'approche objet, par exemple, qui sait programmer en Java ou en C++. Donc on va se baser là-dessus. On va dire qu'il a besoin de rien apprendre d'autre, à part la notion de séparation de préoccupation. Et puis, c'est la même idée. On va utiliser un ensemble de DSL pour construire des DSL. D'accord ? Et en fait, tout ce qui est réutilisation va s'appuyer sur du typage statique qui existe dans ces langages-là pour permettre ça. Donc ça se présente comment ? Une manière de faire, je veux dire, il peut y en avoir plein d'autres, mais une manière qui est assez populaire aujourd'hui est basée sur l'environnement Eclipse, avec un outil central qui s'appelle EMF, Eclipse Modeling Framework, et toute une ribambelle d'outils qui sont des DSL qui vont s'intéresser à tel ou tel aspect de la construction de DSL. Donc c'est l'idée que l'usine qui me sert à fabriquer des DSL est elle-même construite avec un ensemble de DSL. D'accord ? Donc, alors c'est pas très nouveau, un métamodèle, pour ceux qui auraient jamais entendu parler, en gros c'est un arbre de syntaxe abstrait, ça a le même niveau. Donc on va retrouver un code source, une grammaire et un EBNF pour décrire les grammaires. Là, la même chose, on a un modèle qui est décrit par un métamodèle et un méta-métamodèle. C'est le même principe. L'idée, c'est que le métamodèle, aujourd'hui, dans EMF, est décrit de manière orientée objet, c'est-à-dire c'est des classes, des attributs, des méthodes et des associations. Et le méta-métamodèle, c'est lui-même la même chose. Donc, si vous savez ce que c'est qu'une classe et un attribut et une méthode, vous savez faire de la métamodélisation. D'accord ? Donc, le passage avec la grammaire se fait par des outils, par exemple dans la ménagerie, dans l'ensemble de l'écosystème, vous avez un outil qui s'appelle Xtext et qui permet de passer des grammaires au métamodèle dans les deux sens.
Vous avez un métamodèle, ça vous génère la grammaire, vous avez une grammaire, ça vous génère un métamodèle. Et ça génère les parseurs, les pretty printers et tout ce qui va avec. Donc notre approche, c'est de s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire de prendre un truc qui est un métamodèle. Donc vous voyez, c'est juste un diagramme de classe finalement, donc c'est pas compliqué. Et puis d'utiliser cette notion de séparation, de faire la même chose que ce qu'on fait au niveau, je veux dire, où on construit des programmes, de le faire au niveau des métaprogrammes, c'est-à-dire d'avoir, au lieu de faire un truc monolithique, un langage monolithique, on va avoir un ensemble de langages qu'on va combiner, d'accord, pour décrire ces choses-là. C'est-à-dire on utilise la même approche. Donc un métamodèle, c'est un programme orienté objet qui fait rien, c'est juste une structure de données qui contient, par exemple pour une machine à état, ça contient des états et des transitions. Donc on l'importe. On peut lui ajouter de la sémantique statique avec un langage qui s'appelle OCL, par exemple, qui va permettre de faire des contraintes un peu à la relationnelle. Par exemple, pour tout ensemble d'états, aucun doit avoir, enfin, ils doivent tous avoir des noms différents. Et ça, je peux l'intégrer en le mettant là-dedans. Et le fait que j'ai un contexte fait que ça devient un invariant dans la classe du FSM. Et puis, je peux rajouter du code aux méthodes, d'accord, en décrivant quelque chose de particulier. Donc, par exemple, pour faire un aspect interprétation qui va me donner la sémantique opérationnelle. Et puis, je peux faire de la transformation de modèle. Par exemple, si je veux faire une minimisation de cet automate, faire un calcul sur mon programme, sur mon modèle, eh bien, je l'encapsule, et puis je prends l'algorithme de minimisation d'un automate dans un bouquin, puis je le recopie en l'adaptant à cette structure de données particulière. Donc, du coup, ça devient simple pour quelqu'un qui sait programmer en orienté objet, on va dire. Donc, un outil dans ce monde-là, un outil de transformation de modèle, un outil de description de sémantique opérationnelle, d'interprétation, de compilation, si on veut, si on parle en termes de langage, c'est juste un programme qui travaille avec une structure de données orientée objet, qu'on peut aussi appeler métamodèle, c'est une structure de données orientée objet, ni plus ni moins, qui représente un arbre de syntaxe abstrait. C'est pas tout à fait un arbre de syntaxe abstrait, c'est un graphe, parce que c'est le graphe d'objet instance du métamodèle. Mais bon, fondamentalement, c'est le même niveau de concept. Et donc, l'idée de Carmeta, c'est d'organiser la structure du programme, de ce programme de transformation, en utilisant la décomposition orientée objet qui est déjà présente dans le métamodèle. Et donc, maintenant, l'idée, c'est que n'importe quel ingénieur logiciel qui sait programmer un minimum en orienté objet peut construire des DSL. C'est vraiment l'idée. Et puis, on va permettre la réutilisation de chaînes d'outils en utilisant le typage. Alors bon, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on arrive au bout de la présentation. Donc par exemple, là ici, si j'ai ma machine à état et que je veux faire une transformation et puis que je fais évoluer mon langage en ajoutant des choses, la question c'est est-ce que le programme que j'ai déjà écrit continue à marcher ou pas? D'accord? Est-ce que les outils que j'ai déjà créés, de manière plus générale, continuent à marcher ou pas? Si là-dessus, vous êtes capable de me dire pour quelle évolution ça continue à marcher, vous êtes probablement très fort, surtout que je n'ai pas le temps de le montrer en détail. En fait, c'est assez compliqué pour des raisons liées à la structure de typage dans ce genre de langage-là, qui est que fondamentalement, quand vous avez un deuxième langage à partir du premier, si vous essayez de savoir s'il est compatible, vous avez des problèmes de contravariance et de covariance pour ceux pour qui ça exprime ces choses-là. Et donc, on ne peut pas simplement faire de l'héritage simple. On est obligé de faire de l'héritage de groupes de types, comme on trouve dans les langages modernes, comme Java 5, par exemple, à partir de Java 5 ou Scala. C'est le même genre de principe. Donc, je vais passer là-dessus. Voilà, et donc on a une structure de typage qui permet de dire qu'un langage finalement peut hériter d'un autre langage et l'étendre, et donc on sait dans quel cas on peut réutiliser du code qui a déjà été existant, et donc ce qui permet d'assurer la compatibilité. Donc il y a un algorithme pour faire ça, l'algorithme de typage est là, mais je vais le passer rapidement. Et donc par exemple sur ces différents métamodèles, on a ce résultat-là. Donc ça se présente comment? Ça se présente que lorsque vous écrivez un bloc de code, comme ce que vous avez en bas, eh bien, en fonction du premier langage qui est défini en haut à gauche et du deuxième langage qui est défini en haut à droite, si on sait que le deuxième langage est un sous-type du premier, à ce moment-là, ce code-là va s'exécuter de manière sûre, sans que vous ayez à changer quoi que ce soit dedans. D'accord? Donc et ça peut être vérifié statiquement. Voilà. Donc, je vais sauter la conclusion. Donc, les challenges d'ingénierie, c'est de la réutilisation d'un DSL à l'autre, parce qu'on s'aperçoit que d'une application à l'autre, d'un domaine à l'autre, les concepts de base, il n'y en a pas des millions. D'accord? Simplement, ceux qu'on prend, comment on les articule les uns avec les autres, ça, c'est à chaque fois un peu différent. Mais évidemment, on ne veut pas reconstruire les chaînes d'outils à partir de zéro. C'est plus possible. On en fait trop des DSL et ça sera trop coûteux. Donc comment on fait pour réutiliser ces chaînes d'outils?
Comment on substitue des artefacts, c'est-à-dire quelque chose qui a été construit pour une chaîne d'outils, est-ce qu'on peut le réutiliser dans un autre contexte? Et puis comment on étend, parce que forcément les DSL sont amenés à évoluer et on a des bases de code installées, donc il faut faire avec. Problème de modularité, de composabilité, et puis tout ça, ça revient à dire comment est-ce qu'on décompose un langage en éléments qui sont eux-mêmes composables. D'accord? Donc, si on a une structure orientée objet, évidemment, pour le langage, évidemment, on a déjà une notion de modularité. Mais en fait, elle n'est pas suffisante. On est obligé au minimum d'exprimer des interfaces requises, en plus des interfaces fournies. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu... sur quoi j'ai voulu attirer votre attention, c'est d'aller vers bon, les DSL, c'est certainement un élément de réponse pour gérer la complexité d'un système. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et ces DSL sont des artefacts logiciels qui vont évoluer dans le temps, qui ont des variantes, etc. Et derrière, on a besoin d'ingénierie pour gérer un petit peu tout ça. Et donc, on a essayé de montrer l'intérêt de la notion de ligne de produit appliquée sur ces DSL. C'est-à-dire on a des familles de DSL et on veut factoriser les outils, fondamentalement, qui sont présents pour une même famille de DSL. On va prendre une ou deux questions. Bonjour. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur des accélérateurs et des accélérateurs variés. Je m'amuse à combiner des GPU, des Xeon Phi, des choses comme ça. Et effectivement, je me retrouve à faire des programmes dans lesquels je mélange plusieurs paradigmes de programmation. Donc je sens bien des espèces de DSL mélangés, vus de loin. Et un de mes problèmes, c'est régulièrement de gérer des communications asynchrones, des recouvrements de communication. Et là, des fois, mélanger les paradigmes, c'est pas pareil. Donc je voudrais savoir si dans vos travaux, vous êtes confrontés et comment vous résolvez le problème d'optimiser des problèmes de transfert de données, des problèmes de communication au milieu des calculs avec plusieurs DSL. Quand on combine les DSL et qu'il y a des problèmes de transfert de données. Non. Effectivement, de base, quand on combine des DSL, on a des problèmes, sauf s'ils sont complètement orthogonaux. C'est-à-dire s'ils sont complètement orthogonaux, si d'un côté on a, disons, un DSL qui s'occupe de l'accès logique aux données, par exemple, et un DSL qui fait du calcul dessus et qu'on n'a pas de parallélisme, on n'a pas de problème. D'accord? Donc c'est pas forcément un problème, mais la plupart du temps dans un système réel, le fait qu'on ait plusieurs DSL qui ne soient pas orthogonaux font qu'il faut gérer ces endroits-là. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de moyen générique ou général de résoudre le problème dans le cas général. Donc après, on a des approches qui permettent de le faire. Donc ce qui a été montré, par exemple, dans l'exposé précédent, c'est qu'on peut utiliser un langage de back-end, Scala en l'occurrence, en utilisant Lightweight Modular Staging, là, qui permet de faire ce calcul-là et finalement de réduire en fait l'ensemble de ce qu'on fait à quelque chose qui est un seul arbre de syntaxe abstrait à l'intérieur du programme Scala sur lequel on va faire la génération de code. Et là, on a une maîtrise suffisante pour gérer l'ensemble des choses dans ce cas particulier. Ceci dit, ça suppose quand même que les DSL sont conçus pour fonctionner ensemble, donc sont pas conçus de manière différente, pour qu'on ait résolu à l'avance ce type de problème, celui que vous mentionnez. Il doit être résolu à l'avance, il ne peut pas être résolu a posteriori. D'accord ? Donc ça reste un problème éminemment difficile. La chose que vont amener les DSL, c'est qu'ils vont vous y permettre d'y réfléchir de manière plus générique. C'est-à-dire que si vous arrivez à formuler votre problème en allant un petit peu au-delà de ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire vous les concrétisez, vous identifiez un certain nombre de DSL qui sont présents, ensuite vous allez pouvoir réfléchir sur la manière dont ils coopèrent, résoudre le problème une fois pour toutes dans votre cas particulier. D'accord ? Au lieu de le résoudre de manière ad hoc à chaque fois que vous écrivez un programme. Donc c'est ça que ça va vous amener. Par contre, c'est pas magique, ça va pas se faire tout seul. Ok, merci.